Alors, on va être un peu les gardiens du temps avec Lucien pour durer 45 minutes, pas plus, parce que je sais qu'en plus des intervenants ont des obligations à 11h30, donc on va tenir les délais. Peut-être pour représenter le tour de table sur cette plénière dédiée à la régulation des contenus. Cette plénière est co-animée par Renaissance Numérique et donc par l'Internet Society France, avec donc Lucien Castex qui est secrétaire général de l'Internet Society. Je remercie donc nos intervenants, Yann Kleitgen, qui est directeur de la Société de l'information et de l'action contre le crime au Conseil de l'Europe, Paola Fortesa, députée des Français établis hors de France. Thank you, Konstantinos Komaitis, qui est Senior Director Policy Development and Strategy de l'Internet Society, et Béatrice Evrard, Public Policy Manager chez Facebook France. Depuis le commencement de cette journée, on a finalement commencé à évoquer le sujet de la régulation des contenus. On a eu une première intervention de la part du directeur de cabinet du ministre Antoine Darod, qui évoquait la complexité de ces enjeux derrière la régulation des contenus. J'ai retenu quelques mots, notamment qu'il a relevés sur la nécessité de relever ces défis sans casser l'objet Internet, sur la nécessité d'une régulation asymétrique. Et on a eu depuis un an et demi en France des premières lois qui ont émergé sur ce sujet-là, dont la loi sur les fausses informations en 2018. Et ce matin, Antoine Darod évoquait notamment la complexité pour la mise en application de cette loi. Donc avec aussi un premier retour d'expérience sur ce sujet. Je vais peut-être laisser Lucien prolonger un petit peu l'introduction de la problématique, et puis on passera au tour de table. Merci Jennifer. Alors en effet, c'est un sujet d'actualité. On a en ce moment discuté à l'Assemblée nationale la proposition de loi pour lutter contre la haine en ligne, qui est notamment portée par la députée Laetitia Avia. Ce sont des enjeux intéressants, notamment parce que ce sont des enjeux transversaux. C'est un débat transversal que de considérer à la fois d'un côté l'information, d'un autre potentiellement la haine en ligne, et pourquoi pas les contenus de manière plus large, par exemple le droit d'auteur. Ça soulève pour une part les mêmes questions, la question de la responsabilité des acteurs, qui sera abordée dans cette table ronde, mais aussi la question des technologies qui sont utilisées, par exemple, pour filtrer les contenus. Quelles sont les technologies? Est-ce qu'on est à base d'intelligence artificielle? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes technologies qui sont utilisées, que ce soit pour du droit d'auteur, que ce soit pour de la désinformation ou que ce soit pour de la haine en ligne? Et par ailleurs, bien sûr, ça pose une question fondamentale d'équilibre entre différents droits fondamentaux. Quid, par exemple, lorsque l'on parle de haine en ligne, de la différence, de l'équilibre qu'il faut garder entre la liberté d'expression, qui est cardinale dans le cadre d'une société démocratique, et la protection de la dignité humaine. Alors, ce sont trois questionnements centraux dans le cadre de cette table ronde. Que devons-nous réguler? Comment doit-on potentiellement le réguler? C'est la question toujours de la régulation du contenu ou de la régulation des systèmes. Comment maintient-on les équilibres avec les libertés fondamentales? Et enfin, quelle serait la bonne gouvernance pour répondre à tous ces enjeux, notamment une gouvernance qui inclurait la société civile? Jennifer, à qui voudrais-tu passer la parole? Juste pour compléter, le sujet de la régulation des contenus, on est vraiment on dépasse le seul sujet de la régulation des contenus de haine dont on a parlé depuis ce matin. Il y a aussi des sujets sur le copyright, sur les fausses informations, etc. Comment, Yann, vous abordez cette question au Conseil de l'Europe? Merci, bonjour à tous et tous au Conseil de l'Europe, et merci pour la question. Pour nous, le point de départ, c'est la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour, notamment par rapport à l'article 10 qui garantit la liberté d'expression, mais une liberté d'expression qui est soumise à des conditions. Et la Cour a répété plusieurs fois que ces droits et également ses limites s'appliquent en bon français online comme offline. Donc, le fait que
la liberté ou que de l'expression ait lieu dans le monde numérique n'enlève rien aux droits et obligations. Pendant de nombreuses années, le Conseil de l'Europe a travaillé déjà sur la gouvernance d'Internet. On a toute une série de recommandations. J'ai envoyé aux organisateurs, il y a un instant, une version beaucoup plus longue de ce que je peux dire en 2-3 minutes, avec des références de footnotes, etc., pour ceux qui s'intéressent et qui voudraient avoir quelques références. Pour nous, le principe, c'est la co-régulation. Pour rentrer tout de suite dans le vif du débat, la co-régulation avec des obligations de deux côtés, les obligations aux côtés de l'État, évidemment, et les obligations aux côtés des entreprises. Nous avons mené une étude en 2015 sur les pratiques existantes, sur la législation et pratiques existantes en matière de blocage et de filtrage de nos États membres. Et comme vous le savez, le Conseil de l'Europe compte 47 membres, donc presque le double de l'Union. Et on a trouvé une situation, pour le dire simple, extrêmement chaotique. Une législation extrêmement variée en Europe, souvent assez inefficace, souvent incompatible. À notre avis, c'est une étude, mais en tout cas, beaucoup de questions par rapport justement à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Suite à cette étude, on a, en 2018, donc c'est l'année passée, adopté une recommandation sur les rôles et responsabilités des intermédiaires d'Internet. C'est un instrument que je pense je voudrais souligner ici parce que ça touche vraiment à la matière dont on discute, qui s'adresse, et c'est assez unique parce qu'en général nos recommandations s'adressent aux États. Cette recommandation s'adresse aussi directement aux entreprises. En ce qui concerne les États, elle répare le principe de l'égalité et aussi l'obligation, ça c'est important je pense, l'obligation positive des États à assurer des protections de droits et libertés aussi sur l'Internet. Et pour les intermédiaires, en faisant aussi référence aux Ruggie Principles of Business and Human Rights, de nouveau en bon français, qui sont enjoints d'améliorer surtout la transparence, par exemple avec leurs conditions de service, qui sont, pour le dire poliment et diplomatiquement, peut-être pas un modèle de clarté pour tous. Petite question peut-être au public ici, est-ce qu'il y a parmi vous, vous utilisez sans doute les services des fournisseurs d'Internet, Apple, Facebook, Google, etc. Qui entre vous, ou d'autres services généraux, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a lu toutes les 47 pages de conditions et d'utilisation de ce que vous utilisez? Il y a une personne dans la salle. Voilà, il y a même deux, très bien. Bon, c'est mieux que la moyenne, en général, les personnes. Pourtant, ces conditions constituent un contrat, n'est-ce pas? Parce que quand vous utilisez Google, en l'utilisant, en cliquez oui, vous vous engagez à respecter les conditions telles qu'établies. Bref, le texte, et je vais m'arrêter là pour ne pas abuser du temps, il y a une distinction pour les entreprises entre deux fonctions dans le texte. Les fonctions éditoriales, où il y a une claire responsabilité aussi quant au contenu, et les responsabilités et le rôle du transport, simplement de fournisseur, où ce n'est pas le cas. J'ai lu ce matin, par rapport au débat qui a eu lieu à l'Assemblée, je trouvais ça, je n'avais pas entendu ça avant, mais je trouvais ça une très bonne comparaison, le système bancaire. Et il s'avère au Conseil de l'Europe, je m'occupe aussi c'est l'action contre la criminalité, de questions de blanchissement d'argent, etc. On ne demande pas que les banques vérifient chaque transaction. Ça sera impossible. Mais on exige que les banques ont des mécanismes en place pour pouvoir agir et pouvoir détecter si nécessaire et agir si et prévenir, pour empêcher les actions frauduleuses. Et ça, je pense, c'est une comparaison qui s'applique aussi aux fournisseurs. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais je m'arrête là pour l'instant pour ne pas abuser du temps. D'accord, merci beaucoup. Paola, pour rebondir sur ces propos,
Et puis, on a un débat en parallèle à l'Assemblée nationale. Finalement, que régule-t-on et quelle serait la gouvernance idoine de ces enjeux-là ? Alors d'abord, merci pour l'invitation et merci pour l'approche sur cette table ronde sur la modération des contenus. Parce que c'est vrai qu'en termes de politique publique, même à l'Assemblée nationale, on a tendance à prendre ces sujets de façon trop fragmentée. Donc la régulation des fake news, la régulation des propos haineux, le contenu audiovisuel qui viendra l'année prochaine. Et je crois qu'il y a des parallèles à trouver et une vision un peu plus globale, plus systémique sur la régulation des contenus. Donc pour commencer, je crois que sur certains sujets, sur des contenus manifestement illicites, on peut avoir besoin de certains mécanismes plus punitifs, ex post, et qui se concentrent sur des contenus individuels. Mais je crois qu'il y a des limites à ce raisonnement, des limites à cette approche, et qu'on laisse de côté une réflexion un peu plus systémique. Je crois par exemple qu'on n'a pas encore les compétences, les accès aux données de la part des pouvoirs publics, de la part de la société civile, pour comprendre vraiment comment fonctionnent les plateformes et quel est l'impact sur nos sociétés, sur nos démocraties. Je crois que par exemple les régulateurs devraient pouvoir avoir beaucoup plus de data scientists, de développeurs dans leurs équipes, devraient pouvoir mettre en place des laboratoires d'expérimentation, devraient pouvoir travailler de façon plus proche avec ce qu'on appelle les RegTech, et devraient certainement pouvoir avoir accès aux données des plateformes, un peu en faisant le parallélisme du secteur bancaire. Et c'est l'objet d'un amendement que je vais notamment défendre cet après-midi dans le cadre de l'examen du texte de la PPL dite Avia. Et je crois que cet accès va nous permettre de comprendre plus la viralité de certains contenus, va nous permettre de comprendre l'impact de certains algorithmes de recherche, de tri, de recommandation sur justement la mise en avant de certains types de contenus et notamment l'impact sur nos sociétés, sur nos démocraties. Je crois qu'on est toujours un peu en retard au niveau de la législation. On est en train de discuter sur qu'est-ce qu'il faut réguler au niveau des contenus écrits, mais on parlait dans la table ronde précédente de l'impact de la jeunesse et de l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse. Et les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés maintenant se basent plus sur de l'image, sur des vidéos, et on a d'autres risques qui approchent, comme le deepfake par exemple. On a vraiment du mal techniquement à identifier des vidéos fausses. On a aussi de plus en plus des fake news, des contenus haineux qui se propagent dans des messageries privées. On a eu ce cas dans les élections brésiliennes ou aussi à Taïwan. Et donc, c'est des sujets que nous ne sommes pas en train d'aborder encore au niveau de la législation. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment besoin de construire cette compétence technique au niveau des décideurs politiques pour avoir une réflexion un peu plus aboutie, plus profonde. Donc, il y a des efforts qui sont faits de la part des plateformes, et notamment, par exemple, Facebook, qui commence à travailler avec des chercheurs pour donner accès à certains types de données, pour comprendre, par exemple, l'impact de leur plateforme sur les élections. Donc, en donnant accès, par exemple, au Ad Library ou à CrowdTangle, qui sont des bases de données, par exemple, pour faire du social listening ou pour comprendre les tendances sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'on gagnerait en légitimité à avoir un accès à ces données qui soit plutôt encadré par des pouvoirs publics. Parce que, pour l'instant, ça vient de l'initiative de ces entreprises qui, elles, choisissent quels sont les chercheurs, les acteurs qui ont accès aux données, quelles sont les données qui sont partagées, quels sont les sujets de recherche. Et nous devrions pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert, mais bien sûr encadré par l'intérêt général. Parce que nous avons eu, par exemple,
le cas du Graph Search, donc, qui est aussi un outil de recherche dans les données de Facebook, qui a été fermé du jour au lendemain. Et nous avons eu beaucoup de chercheurs, de journalistes qui, disons, avaient basé leur projet de recherche là-dessus et qui, sans préavis, se sont retrouvés sans les moyens de poursuivre leur enquête. Donc on comprend les arguments en face parce que ce qui est dit, c'est que parfois ces données sont utilisées par des entreprises privées à des buts lucratifs. Mais je crois que ça va dans le sens de réfléchir à des accès qui sont spécialisés, spécifiques pour certains types d'acteurs. Donc, quels sont les accès qu'on va donner aux régulateurs, peut-être plus larges? Quels sont les accès qu'on pourra donner à des acteurs qui vont travailler dans le sens du bien public, donc des chercheurs, des journalistes, des associations? Et quels sont les accès qu'on va donner au public en général, peut-être sur des données plus agrégées, bien sûr anonymisées, et plus, avec beaucoup plus de minutie et d'attention. On a aussi par exemple Twitter qui a commencé à travailler avec des chercheurs, mais qui met beaucoup de temps à mettre en place des contrats parce que ce qu'ils partagent sont aussi des données personnelles et donc qui ont peur parfois d'être dans l'illégalité et qui ont vraiment besoin que ce partage de données soit beaucoup plus encadré par la loi et donc peut-être avec une participation d'autorités comme la CNIL qui pourraient venir, disons, mettre en place les règles du jeu pour ce type de partage. On a eu, pour revenir un peu à l'actualité, hier une panne sur Facebook qui a fait que certaines images étaient remplacées par peut-être vous l'expliquerez mieux que moi, hein, mais par des données qui, en fait, décrivent ces images et des données qui, à ce qu'on croit lire dans les médias, sont produites de façon automatique. Et ça a fait un effet vraiment vis-à-vis des utilisateurs qui, tout d'un coup, se sont rendus compte des données qui sont extraites de chaque photo qu'on publie sur ce type de réseau et qui se demandent à quoi servent ces données, comment elles sont utilisées, comment elles sont protégées. Et donc, je crois vraiment que au niveau de la société, au niveau des régulateurs, au niveau des pouvoirs publics, on n'a encore pas assez de connaissances techniques, profondes, et qu'il faut qu'on puisse avancer vers, disons, une gouvernance qui donne plus de pouvoir aux utilisateurs, aux régulateurs, pour équilibrer un peu cette co-régulation dont on parle. Donc aussi, je ne vais pas être plus longue pour pouvoir laisser la place au débat. Merci. Merci Paola. Effectivement, comprendre comment Internet fonctionne, être capable de comprendre le fonctionnement technique, la manière dont les données circulent afin de pouvoir réguler, afin de pouvoir justement utiliser Internet. À ce propos, j'aimerais donner la parole à Konstantinos de Internet Society. Comment réagissez-vous, Konstantinos, à ces propos? Quelle est votre réaction? Thank you. Good morning, everyone. I am very sorry that I'm not able to do this in French. I think I'm but I was glad to see that I'm not the only one that can actually not do this in French this morning. My name is Konstantinos Komaitis, and I work for the Internet Society. I am part of the global policy team, and part of the reason that I'm here is to give you a different dimension in this whole conversation that is taking place regarding Internet regulation. Regulation perhaps can be defined currently as one of the most conversations that we will have, because the choices and the decisions we'll make today will certainly affect the way the Internet functions in the future. And this is what the Internet Society really cares about. It really cares about those decisions that may have unintended consequences to the infrastructure and development of the Internet, which of course goes back all the way back to how we are able to innovate and participate in the Internet. The first thing I think that we need to sort of deconstruct a little bit is we keep referring to Internet regulation, and I've heard a couple of people also doing the same thing this morning. I think that this is quite unsuccessful because it sort of
regards the internet as a monolith, and the internet is a monolith, right? The internet is not a thing, it's not one thing. So it's a network of networks, so referring to it as a thing, it's sort of a grammatical error that we need to make sure that we do not make. So essentially what we're talking about here, and I am very glad that this session manages to capture this, is about those behaviors and attitudes that are exemplified through certain applications and services that operate on the top of the internet's infrastructure. And I think that this session's title, Content Regulation, really manages to capture that. And understanding this detail is quite important because the effect that the regulation can have on the infrastructure can be so detrimental that it could exclude countries from participating in the global digital economy. It could exclude the citizens of countries from participating in the innovation of the internet. And it could actually also exclude the internet itself from organically evolving into the medium that it's supposed to be. What this means is that we really do not know what the internet will be in the next 5 or 10 years. 5 years ago, we really didn't know what the internet will be today. So we need to be able, to the extent, of course, that it's possible and it fits within our regulatory standards, to allow the internet to evolve in a much organic way. So I talked a little bit, and I mentioned the word unintended consequences. There is a whole spectrum of those unintended consequences, and I think some of them are even captured here. We're talking about free speech, we're talking about rights, we're talking about all those very basic fundamental human rights that we care. For the internet society, those unintended consequences are hugely focused and concentrated on the infrastructure of the internet. We see and we observe the conversations, and we see that some of those conversations actually, even though they're trying to do the right thing, they have the tendency of moving to affect the way the infrastructure of the internet works. Let me give you a couple of examples. There are a lot of laws currently out there that have huge extraterritorial effects. What this means is that the law of one country or one region is imposed upon the world, and without cooperation, you talked a lot about co-regulation. We heard the importance of the multi-stakeholder system. That creates tensions, it creates international tensions, but also it creates the consequence of some businesses actually deciding not to offer their services in those countries. So it leads to fragmentation. The second one is the impact on innovation. There are issues of implementation and compliance that we see emerging through those laws and regulations. And one clear example, for instance, is this whole upload filters discussion, which currently seems to be trending quite a lot. And there is a huge problem with that because A, not all companies can actually afford those upload filters. 2, they're not really working. But more importantly, and where we're coming from, is that they're putting pressure on the infrastructure of the internet because what essentially we're asking companies and 10 companies to do is create a new infrastructure, that is the content infrastructure, that is inserted in between those various layers of the internet. And finally, another unintended consequence is this whole idea, which I'm sure you've all heard of consolidation. Again, not every single company in the world, especially startups and new companies, are able to afford the costs that are associated with some of those regulatory initiatives. If you're a startup, I am told you have money for 6 weeks. That's it. And those 6 weeks will determine whether you make it to become a unicorn company or whether you will fall into oblivion. If you have huge costs associated with compliance and implementation of laws, then it's goodbye. These companies are never going to fly because some of these costs are quite unbearable. And that forces them either to be bought by bigger companies or to channel their services through those existing
big companies that are able to afford those costs, therefore enhancing implementation. So it will be very important for regulation, when we're talking about regulation, to start looking at the internet as those building blocks that have different objectives, because that will allow us to actually do regulation in a way that is fit for purpose. And what that means, it is a regulation that is fitting, proportionate, that means proportionate and not excessive, informed, that is evidence-based, and finally that it's targeted on the objective that causes the actual harm. And I will stop here so I can let everyone else talk and hopefully have a conversation. Thank you. Des conséquences inattendues, une nécessité de comprendre encore le modèle de fonctionnement d'Internet et la manière dont ce modèle se construit. Je crois que le micro a des petites difficultés. Et j'aimerais donner la parole maintenant à Béatrice Evrard, donc de Facebook. Comment réagissez-vous, Béatrice, à ces propos? Comment est-ce que vous considérez la régulation des contenus? Bonjour, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir porter la voix d'une plateforme parmi une autre, mais quand même une assez importante. La régulation, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et Mark Zuckerberg a fait plusieurs posts en ce sens, on n'est pas du tout opposé à la régulation, bien au contraire, parce que force a été de constater qu'on s'est retrouvé dans bien des cas au milieu du gué, coincé entre parfois des conflits de loi, coincé parfois entre des problématiques individuelles, et qu'on était bien seul pour trancher. Donc la régulation, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux, et je pense, c'est pour cette raison notamment qu'on avait participé à la mission dite Facebook avec le gouvernement, qui avait la vertu de regrouper effectivement bon nombre d'institutionnels, dont je vois certains dans la salle, et qui ont pu émettre un rapport fort intéressant, l'idée par Benoît Loutrel, où il reprend justement la métaphore de l'industrie du secteur bancaire dont vous parliez, qui ne vérifie pas chaque transaction effectivement, mais qui doit effectivement prévenir et avoir cet aspect, en tout cas anticiper, et être bien sûr qu'on met tout en œuvre pour pouvoir éviter ce genre de fraude. C'est un peu, si on reprend aussi une image très connue et souvent utilisée, quand vous êtes constructeur de voitures, et comme on vit cette nouvelle révolution comme la nouvelle révolution industrielle numérique, on reprend les débuts de l'automobile. Les constructeurs automobiles n'étaient pas en charge de beaucoup de choses au début, et puis progressivement, on leur a demandé effectivement de veiller à ce qu'il y ait des airbags, des ceintures de sécurité, mais on a aussi obligé les utilisateurs des voitures à porter et à verbaliser s'ils ne portaient pas ces ceintures de sécurité. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu toute la problématique qu'on a sur cette régulation, où on voit bien que l'État essaye de mettre en œuvre beaucoup de lois, et notamment la loi portée par la députée Laetitia Avia sur la responsabilité des plateformes. Je serais tout autant intéressée d'avoir la responsabilité des auteurs. Et là, ça peine un peu plus à venir, mais c'est un vrai sujet qui nous interroge, parce qu'on pourra mettre toutes les ceintures de sécurité dans les voitures. Si l'utilisateur ne le porte pas, il y aura toujours des accidents mortels. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi à garder en tête. Mais donc que le régulateur vérifie les moyens qu'on met en œuvre, on n'a aucun problème et on est plutôt pour ce genre de schéma. Après, c'est comment on réinjecte aussi le rôle du judiciaire dans cet aspect pour justement avoir cette sanction aussi opérable auprès des individus. Et puis, comment on harmonise tout ça au niveau européen. Et je pense que vous l'avez très bien dit. On voit donc cette PPL arriver aujourd'hui. Nous, on s'étonne que ce ne soit pas harmonisé au niveau européen, où il y avait déjà un texte, parce que ce n'est plus la PPL Avia, ce n'est plus uniquement les contenus haineux, parce qu'on rentre dedans la pédopornographie, le terrorisme, et donc c'est un périmètre beaucoup plus large, qui vient, comment ça va venir s'interfacer avec des projets de règlement, notamment sur les contenus terrorisme, où il y a une préqualification par une autorité.
avec un retrait certes en 1 heure, mais nous, ça ne nous gêne pas de retirer en 1 heure s'il y a une préqualification qui est faite en amont, ce qui n'est pas dans le schéma aujourd'hui proposé. Donc c'est comment on articule tout ça aujourd'hui. Pour nous, en tant que plateforme privée, on le répète, on n'a pas à se substituer au rôle de l'État dans bien des cas. Après, quel est le rôle de la société civile? Et je pense qu'il y a véritablement un rôle à développer. On l'a déjà fait au sein de Facebook en mettant en avant nos trusted partners, par exemple, qui peuvent aussi signaler de manière accélérée des contenus. On l'a également avec le Fonds pour le civisme en ligne, où on a essayé de porter, j'écoutais attentivement la session auparavant sur le rôle éducatif. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans, a passé son permis piéton, parce qu'on considère que quand elle va dehors, effectivement, il y a des dangers. Et donc, c'est un rôle aussi des parents qui leur apprennent à traverser la rue, mais c'est aussi un rôle de l'éducation nationale sur ce pendant-là. C'est pas encore là. Bon, il y a des tentatives, mais c'est pas encore là. Mais c'est ce type de dispositif sur la partie éducation qui me semblerait intéressant d'intégrer et de standardiser. Pour rebondir encore sur la partie du texte qui est en train d'être discuté à l'Assemblée, moi j'étais très dans le rapport initial, on parlait de l'Observatoire de la haine, d'un institut de dialogue qui commence à revenir un petit peu dans les débats parlementaires, fort heureusement, où je pense qu'entre les régulateurs et le juge, il y a tout à fait cet espace pour qu'on puisse avoir la place des associations, qui puissent discuter avec les autorités, les plateformes, des chercheurs, et qu'on puisse pas non seulement fixer ce qui se passe au tenté, mais aussi constater, nous, en tant que plateforme, ou avec les chercheurs, ce qu'on voit dans les usages à venir. On voit très bien, par exemple, sur le contenu terrorisme, que c'est plus les contenus qui se partagent, mais plus des URL qui vont aller sur des plus petites plateformes et qui passeront bien en dessous des seuils discutés en ce moment par ce type de texte. Donc comment on anticipe ces usages et comment on améliore cette partie aussi pédagogique et éducation. Je voulais rebondir sur ce que Paola disait sur l'accès aux données. Je comprends tout à fait ça, où effectivement on a fait beaucoup d'efforts parce que c'était pas uniquement une demande des autorités mais aussi des utilisateurs. Notamment on a lancé plusieurs dispositifs et vous avez, si vous allez sur les 3 petits points, pourquoi je vois ce poste et qui explique un petit peu tout le cheminement. Donc, qui explique dans un langage, on va dire, vulgarisé, comment notre algo choisit les postes que vous voyez et quel est le rationnel qu'il y a derrière. Donc c'est ce type d'outils qu'on met fortement en avant. Après, est-ce qu'il faut permettre aux autorités publiques d'avoir accès à la manière dont fonctionne véritablement l'algorithme? On va bien évidemment avoir quelques discussions sur les algorithmes, comment ils fonctionnent. Mais au-delà de ça, si on donne accès à la France, par exemple, faut-il donner accès en Russie? Faut-il donner accès en Hongrie? Comment c'est cadré? Et vous voyez que quand on a une plateforme globale, ça pose aussi d'autres problématiques démocratiques derrière. Pour autant, avec un dispositif tel que le RGPD sur les données personnelles, il ne me semble pas que la CNIL, par exemple, ait demandé à avoir accès aux données. Ce qu'elle va véritablement vérifier, c'est la manière dont on va opérer, par exemple, la recueil du consentement et tout ce qui va être autour. Mais ce n'est pas sur les données en tant que telles. Et je pense que là, il y a aussi un espace sur comment on travaille avec les régulateurs, comment on travaille avec les autorités et où est-ce qu'on met les limites aussi. Donc c'est des sujets. Et je terminerai très rapidement sur l'extraterritorialité telle que Constantino l'a pointé. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est une plateforme globale, avoir des réglementations locales, et je rebondis sur une vraie volonté d'harmonisation européenne, ça devient très compliqué d'avoir des NetDG en Allemagne, des PPL Avia en France, et qu'on n'ait pas un socle européen aussi sur ces problématiques-là. Et ce qui va créer des frictions et des conflits de droits à un moment donné quand on est aussi une plateforme globale comme la nôtre. Voilà. Merci Béatrice. Yann, vous voulez réagir? Oui, merci. Je voudrais juste réagir par rapport à mes collègues ici, à propos de mes collègues, et introduire peut-être quelque chose qui n'était pas encore mentionné. D'abord, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Constantino sur les petites entreprises. Prenons l'appel de Christchurch, évidemment très louable, mais
lors de différents événements, différentes conférences où j'ai participé, j'ai entendu le même souci des petites entreprises de pouvoir répondre aux exigences de la législation, par exemple déjà en vigueur en Allemagne, et qui maintenant se discute à l'Assemblée nationale ici. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête. La fragmentation que Constantin a mentionné aussi, oui, je pense que c'est un bon terme pour ça, le splinternet au lieu d'Internet, quelque chose quand même un souci. La sécurité et l'apprentissage et l'éducation. Je suis 3 enfants qui ont été scolarisés ici en France et ils ont dû passer une brevet de sécurité routière, mais rien sur la sécurité numérique. Je ne sais pas quel équivalent français. En anglais, on utilise parfois l'expression digital highway. On envoie nos enfants sur l'autoroute numérique sans éducation particulière et je pense que de nos jours, c'est quelque chose qui m'interroge. Et je pense qu'il y a des efforts maintenant dans plusieurs pays pour justement travailler sur ça. Et également, je pense que c'est un rôle des plateformes. L'élément nouveau que je voudrais introduire un instant pour le débat, si vous permettez, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de gouvernance d'Internet, mais beaucoup d'aspects de ces gouvernances ont été délégués ou sont exercés par des algorithmes. Ce qui pose des questions, qui contrôle ces algorithmes? Et quelle régulation pour l'intelligence artificielle? Il existe maintenant une 60aine de chartes éthiques. Moi-même, j'étais membre du panel de l'Union européenne pour leur charte de la Commission, et en représentant le Conseil de l'Europe. Mais ça, c'est même pas de co-régulation, c'est de auto-régulation. Et chez nous, au Conseil de l'Europe, nos ministres des Affaires étrangères, les 47, ont décidé lors de notre 70e anniversaire, il y a 3 semaines à Helsinki, d'aller un peu plus loin et de commencer à travailler sur un cadre juridique contraignant, une convention cadre, en principe, concernant le développement et les applications, l'utilisation des algorithmes. Parce que de plus en plus, ces algorithmes décident. Par exemple, aussi pour la modération de contenu, on utilise les algorithmes. Évidemment, la responsabilité des entreprises qui les utilisent reste pareille, mais ça pose des questions. Quel type d'algorithme on utilise? Il y a là, comme dit déjà, beaucoup de matériel dans ces différentes 60 qu'on a relevé, 60 chartes éthiques, mais une série de principes, notamment concernant la transparence, par exemple, les remèdes, qu'à notre avis, et aussi à l'avis de nos 47 gouvernements, méritent d'être pris à un étage plus élevé. Et finalement, ça c'est donc un concerne droits de l'homme. J'ai un autre souci, si vous voulez, droits de l'homme, concernant la modération, si ce n'est pas fait par des algorithmes, par des êtres humains. Il y a un film que vous avez peut-être vu, The Cleaners, mais qui pose quand même des questions, je pense, assez graves. Malheureusement, nous, les pays riches, les pays européens, occidentaux, on a la tendance d'envoyer nos déchets toxiques dans les pays pauvres. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'on n'envoie pas aussi nos déchets toxiques digitales dans les pays pauvres pour être nettoyés. Merci. Merci. Paola, vous souhaitiez réagir? Oui. Donc sur cette question de la limite entre ce qui est le secret des affaires et ce qui relève de l'intérêt général, je sais bien que c'est des discussions infinies et que nous aurons pendant des années et des années, mais je voudrais donner un exemple qui est une image, mais qui peut nous aider à réfléchir. Par exemple, tout le monde parle, quand on parle de secret des affaires, de la recette de Coca-Cola. Donc si la recette de Coca-Cola, un jour, fait que des gens tombent malades, on tombe du coup sur un débat de santé publique. Et donc, ça relève de l'intérêt général. Et donc, aux États-Unis, nous avons des régulateurs qui, si ce cas de figure se présentait, peuvent aller voir ce qu'il y a dans la recette, peuvent aller voir toute la procédure de production pour essayer d'identifier le problème et de réguler et de comprendre et de trouver une solution à ça. Je crois que
dans le monde des plateformes, on doit arriver un peu à cette logique, parce que nous avons de plus en plus des réseaux sociaux qui ont des impacts sur des sujets, sur des enjeux de société, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit les élections, que ce soit la vie privée des individus, que ce soit la liberté d'entreprendre. Donc on passe vraiment à un autre registre qui est celui de l'intérêt général, et donc nous devons avoir en face des pouvoirs de vraiment comprendre et essayer de trouver des solutions, pas que soumises à la bonne volonté des acteurs privés. Sur la CNIL, sur le RGPD, je connais beaucoup ce texte parce que j'étais rapporteur à l'Assemblée, et je peux vous dire que les moyens de la CNIL ont été renforcés pour pouvoir mener des enquêtes sur place, sur pièce, pour pouvoir accéder au système d'information des entreprises, pouvoir accéder aux données, et notamment j'avais rédigé quelques amendements en copiant en fait ces nouveaux moyens octroyés à la CNIL et pour les donner au CSA ou au régulateur qui va réguler les plateformes de façon plus générale. Bon, pour l'instant ça a été un peu trop ambitieux peut-être pour l'état des réflexions, mais je crois que nous devons aller dans ce sens, et ça ne doit pas être appréhendé par les plateformes, parce que nous restons dans une logique de co-régulation et de collaboration, mais nous devons pouvoir faire cet effort à égalité de ressources et de compréhension entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. Merci Paola. Konstantinos, do you have a quick word to react to what the participants thought? Just very briefly, the only thing that I want to say is that why regulation becomes so very important is because it really relates, ultimately it all comes down to the security, stability and resiliency of this thing that we all use. And we need to make sure that that security and stability and resiliency is preserved also through regulation, and that it does not get compensated for achieving other goals. Because we might see the internet, most of us in here at least, we see the internet as something that we go and we surf the web and we do things and we communicate with our friends and we're able to talk to our families and etc. But the internet also serves some very, very basic functions that go beyond our grasp even, right? I mean, the internet supports government services, the internet supports health services. A lot of whole industry now is created on top of this infrastructure. So making sure that we preserve its integrity is actually of paramount importance. And there is perhaps where co-regulation comes into play, but we also need to make sure that this co-regulation is not just words, that it is inclusive and it's not being just a few actors in a room cooking up something that will have an impact on everyone else. Merci Konstantinos. Une régulation inclusive, une régulation innovante. J'aimerais donner la parole un instant à Béatrice Evrard avant de donner la parole à la salle. Juste pour conclure sur la partie inclusive et puis aussi accompagnement des plus petits acteurs, je pense qu'on le fait beaucoup, on essaye de le développer beaucoup. Notamment, j'ai en tête le Gift City, qui est le global, qui gère toute la partie antiterrorisme, où on a réuni effectivement les grosses plateformes ensemble pour pouvoir lutter plus efficacement avec des partages de hash sur ces problématiques-là, où on essaye de faire venir des plus petits acteurs qui n'ont pas forcément les moyens économiques d'avoir ce type d'outils en place, pour les accompagner effectivement et leur ouvrir ce type d'outils très important. Donc ça résonne beaucoup quand on essaye effectivement, on est leader, on le reconnaît sur beaucoup de choses, c'est comment on essaye aussi d'accompagner ce mouvement et de ne pas oublier les plus petits derrière nous. Et donc ça, on le fait par exemple typiquement sur le Gift City, sur la partie terrorisme, et c'est des choses qu'on essaye de dupliquer sur la partie hate speech notamment. Sur l'intelligence artificielle, je vais brièvement le faire, parce que je voudrais, je pense, donner la parole à la salle si besoin, mais autant sur des problématiques type contenu terrorisme, on a des machines qui fonctionnent très bien, parce que c'est plus de la reconnaissance d'images, de tags et autres, donc ça fonctionne très bien.
Autant quand on vient sur des sujets beaucoup plus problématiques comme les contenus haineux, où on a besoin vraiment du contexte, il y a toujours une revue humaine aussi qui est derrière et qui est encore nécessaire, parce qu'on n'a pas des machines aussi qui sont suffisamment efficaces sur cette partie-là. Pour autant, on a signé un livre blanc avec notamment l'association Point de Contact sur la protection des modérateurs. C'est des choses sur lesquelles on s'engage largement. Vu le volume qu'on a à traiter, on est obligé aussi de miser sur la machine pour filtrer le plus en amont possible. Mais il y aura toujours aussi, dans certains cas, nécessité d'une revue humaine. In fine, c'est comment on accompagne cette partie-là, notamment en aidant des associations telles que Point de Contact. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une première en haut à droite. Oui, bonjour. Merci. On va prendre un micro, excusez-moi. Et je vais demander des questions très courtes pour permettre de prendre plusieurs questions. Merci infiniment. Bonjour, Xavier Laurent Salvador, je suis chercheur et linguiste. Simplement, pour revenir un instant sur les deux métaphores que vous avez employées, je trouvais très intéressantes, concernant le permis piéton et ce rapport à la recette de Coca-Cola. Dans ce qu'on dit sur le web, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des consommateurs de la circulation de données, mais nous sommes aussi des acteurs, voire des producteurs, des éditeurs de données, et nous sommes dans une relation éditoriale à la donnée. Il y a quelque chose de très infantilisant à faire de l'utilisateur du web un enfant de 8 ans, mais il ne faut pas s'épargner la réflexion qui doit accompagner celle de la production, de l'écriture et de l'exploitation de ces données par des citoyens. Merci. Merci. Je vais prendre plusieurs questions en même temps. Il y en avait une en haut à gauche. Erwan Le Gall, ministère de l'Éducation nationale. Je pense que le micro ne fonctionne pas très bien. Si on vous entend, allez-y. Erwan Le Gall, ministère de l'Éducation nationale, direction du numérique pour l'éducation. Une première réponse pour M. Klechsen. Il y a un brevet Internet et informatique pour les enfants qui va être transformé en un cadre de référence des compétences numériques, qui est la transposition du DICOMP, Digital Competences européen. Et pour Paola, je rappelle que le RGPD permet une exception pour les recherches qui dispensent du consentement de l'utilisateur. Une troisième question. Une au milieu. Désolée Claire, je te fais voyager. Bonjour, Willy Robert, représentant de Wikimedia France. Donc du coup, moi je vais déjà apporter un élément de réponse à la députée Forteza sur les problèmes des données accessibles à la recherche. Donc je rappelle quand même que l'ensemble des projets Wikimedia proposent la totalité de leurs données ouvertes, y compris les interactions entre utilisateurs et les historiques de création des pages de l'encyclopédie. Ce qui m'amène à rebondir sur la première remarque et la deuxième remarque sur l'infantilisation aussi des internautes, qui sont eux-mêmes des créateurs. Et vous avez un exemple parfait qui est l'encyclopédie Wikipédia, où il n'y a pas uniquement de la consommation, mais une interaction et un échange régulier et systématique entre le créateur, l'éditeur, le consommateur et le lecteur. Moi, je voudrais appuyer du coup toujours sur mon tropisme à moi, qui est le tropisme wikipédien. Je trouve que toutes les discussions tournent un peu essentiellement, on ne va pas se voiler la face, sur quelques très très gros acteurs plutôt californiens ou plutôt américains, et qu'il y a un petit paradoxe à assurer l'essentiel de la réflexion de la régulation d'Internet sur les modèles qui posent problème, plutôt que d'essayer d'analyser les modèles alternatifs qui, eux, éventuellement, marchent plutôt mieux. Donc, du coup, ça, c'est quand même un petit souci. Et de ce point de vue, le collaboratif ouvert, non lucratif, est un angle mort et possiblement une victime collatérale de ces tentatives de régulation de l'Internet. Nous, on est une plateforme de taille mondiale, de visibilité extrêmement importante, à l'égal des plus grandes plateformes qui sont
le centre des enjeux des discussions d'aujourd'hui, mais qui est autorégulé, automodéré, qui s'appuie sur l'intelligence collective et qui a misé à 100% sur la régulation humaine, partagée et distribuée, plutôt que sur l'intelligence artificielle et l'algorithmique. Et je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être plus largement analysé et interrogé dans les pratiques qui se profilent de régulation de l'Internet. Merci. Merci. Alors, qui veut réagir en premier? Peut-être Yann, vous avez une question qui vous était adressée directement. Oui. Non, bon, c'est vrai qu'évidemment, on s'est concentré ici, je pense que tous les membres du panel, sur les plateformes où on parle de régulation, co-régulation des contenus. Et c'est sur certaines plateformes et concernant certains thèmes où ça pose problème. Le terrorisme était justement mentionné. La pédopornographie, je pourrais également mentionner comme un grand problème qui n'était pas encore soulevé, mais c'est aussi un des l'ingérence dans les élections. Excusez-moi, l'ingérence dans les élections, c'est une autre. C'est vrai que Wikipédia, c'est extrêmement intéressant comme modèle, mais pour beaucoup d'utilisateurs et pour une série de contenus sur les directs, je ne sais pas si on pourrait les transposer, mais c'est vrai que c'est un modèle qui pourrait être pris en compte quand on fait les analyses. Merci beaucoup pour la question, pour la réponse sur le brevet d'Internet. Je suis ravi de l'entendre. Donc très bien. Pour le... je pense que j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. Non, je pense... Comme on me dit qu'il faut conclure, je vais juste demander à chacun de donner un bref mot. Et c'est assez frustrant, mais on pourra poursuivre les échanges dans la journée. Merci. Je voulais répondre sur la question de Wikipédia, des modèles ouverts et décentralisés, etc. J'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup exprimée là-dessus. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Je crois qu'il y a des limites à la modération automatique via des IA, on l'a déjà dit. Les technologies déjà sont pas à point, on ne détecte pas les fautes d'orthographe, les différences culturelles, tout ce qui est du registre de l'ironie, etc. Et il y a un gros souci en termes de droit de soumettre la liberté d'expression à des approches automatiques. Et puis nous avons aussi un grand souci avec tout ce qui est modération par des personnes, mais des professionnels qui sont peut-être embauchés par des entreprises pour faire ça de façon quotidienne, où ils sont exposés à des images peut-être très violentes, très agressives, avec des conditions de travail qui peuvent mener vraiment à du burn-out, à des suicides, même parfois. Donc moi, je suis partisane vraiment de la modération communautaire, de la modération décentralisée, et je crois que le modèle de Wikipédia est dans ce sens un exemple à suivre. On a participé il y a quelques semaines d'un hackathon qui a été organisé par Henri Verdier, l'ambassadeur du numérique, sur la désinformation. Et on a travaillé sur un projet qui est l'idée de traduire un petit bot qui a été produit à Taïwan qui s'appelle Cofacts. Et en fait, c'est un bot qui s'introduit dans les conversations privées sur des messageries, mais qui se base sur une base de données crowdsourcée de fake news. Et donc le bot juste dit quand est-ce qu'il identifie un contenu qui pourrait être ou qui a été signalé ou identifié par certaines personnes comme étant des fake news. Et donc on est en train de travailler à traduire ce bot et à mettre en place la base de données pour que voilà, ces fake news puissent être crowdsourcées. Mais je crois que ce type d'approche peut être assez intéressante pour avancer vers des modérations plutôt communautaires que automatiques ou par des professionnels. Sur la question de la responsabilité des individus, bien sûr, sur Internet, je suis absolument d'accord. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit par Facebook c'est un angle mort de ce texte de loi. Et là-dessus, il faudra vraiment travailler aussi sur les ressources et les moyens de la justice
On parle beaucoup de quand est-ce qu'on va créer ce fameux parquet du numérique avec des personnes qui pourront traiter ces contenus beaucoup plus rapidement et avec une certaine compréhension des enjeux. Je crois qu'il faut qu'on avance vraiment là-dessus. Il faut qu'on avance aussi au niveau de l'éducation. Ça a été rappelé dans la table ronde précédente. Bien sûr, chacun est acteur du numérique, acteur d'Internet, et on doit entre tous protéger ce bien commun. Merci. Konstantinos, Béatrice, in a word. I don't think, I think I've said everything, and I think we've heard anything, and I know that we need to wrap up. The only thing that I will leave this group with is the message that regulation is a very, very complex issue, which becomes even more complex when we touch upon issues like the internet, which is already a very complex environment. So it will be good to, cooperation in this sense is very important, as is also the ability of people to participate in this regulatory process as much as it's feasible, of course. Thank you. Très rapidement sur l'AI, je crois que c'est pas à mettre en opposition. Je pense qu'on peut se faire aider des deux. Et c'est en tout cas la manière dont on essaye de le développer. Vu le volume qu'on a à traiter, il est important de se faire aider des machines, mais il y aura aussi toujours des humains, et fort heureusement derrière. Donc c'est pas antinomique à mon sens. Le point que je voulais juste délivrer globalement, c'est sur la co-régulation et la manière dont Wikipédia fonctionne. On essaye aussi de s'en inspirer à certains égards, notamment sur tous nos communautés de standards. La manière dont ils sont édictés, c'est avec des chercheurs, avec des associations. Les débats sont publics, ils sont rendus, on a publié tout ça. Une décision, quand on change, en tout cas quand on module nos standards de la communauté, n'est pas prise seule par Facebook, mais véritablement essaye d'intégrer un ensemble et d'avoir les retours des utilisateurs sur cette partie, bien évidemment. Donc le mot de la fin pour nous, c'est oui à la co-régulation, à la régulation, peu importe à la gouvernance, mais qu'on ne laisse pas seul, en tout cas, les plateformes décider quand il s'agit de la liberté d'expression. Ça me semble un pouvoir encore important de nos droits fondamentaux à conserver, et il n'y a pas de légitimité pour que ce soit laissé dans la main d'une plateforme ou d'une autre. Merci Béatrice, merci Yann, merci Paola, merci Konstantinos pour cette intéressante discussion et toutes les idées que vous avez formulées. C'est l'heure maintenant de vous appeler aux ateliers, et je laisse la parole à mon collègue Nicolas. Oui, alors c'est juste pour 3 infos, enfin 2 infos surtout. On a parlé pas mal de régulation, donc